On va commencer alors. D'autres nous rejoindront. D'abord, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est toujours très appréciable d'avoir de l'intérêt pour ces sujets-là d'awareness cybersécurité. Donc, aujourd'hui, on va parler de la partie cybersécurité appliquée à l'industrie. Parce que chaque secteur va avoir ses propres problématiques et l'industrie en a aussi. Donc, on va commencer. Ça va bien passer. J'aime bien commencer par dire que là, le but aujourd'hui et le but de la sensibilisation, c'est de prendre conscience de la cybersécurité. Parce qu'on est dans un monde qui est digital et qui va être de plus en plus digital. Donc, on est obligé de prendre en compte les facteurs liés à ces problématiques-là. Comment on sécurise notre infrastructure ou comment on se sécurise nous, comment on sécurise notre entreprise, comment on sécurise tous nos data qui vont être en ligne. Et il va y avoir de plus en plus de data en ligne. Donc, dans cette séance, je vais vous présenter un peu les principales menaces. Je vais commencer d'abord. Alors, je vais me présenter plus tard. Donc, on va commencer par un cas pratique. Donc, c'est un cas qu'on a vécu, nous, chez un client, ou un client industriel, où ce client a eu sa prod arrêtée pendant plusieurs semaines, liée à un problème ransomware. Donc, on va un peu décortiquer ce problème-là. On va faire aussi une petite démo pour que vous sachiez à quoi ça peut ressembler, une attaque ransomware. Ensuite, nous allons parler des attaques les plus courantes au Maroc, donc, dont le ransomware, mais on va aussi parler des autres attaques et des autres vecteurs d'attaque. Ensuite, en 3, on va essayer de voir si on peut détecter quelque chose à notre niveau ou alors à notre niveau, nous, en tant qu'utilisateur final. Et comment nous, en tant qu'utilisateur final, on est la première barrière et qu'est-ce qu'on doit faire en cas de doute pour justement ne pas cliquer sur les mauvais liens ou ne pas faire d'erreur. Et enfin, on va finir par les mesures de sécurité de base. Pour sécuriser l'ensemble pour me sécuriser mes comptes et sécuriser mes systèmes. Donc, je reviens à la slide d'avant. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Salwa Harif. Je suis consultante senior cybersécurité. Je suis diplômée, je suis ingénieure de formation et consultante cybersécurité d'expérience. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la cybersécurité où j'ai pu toucher à beaucoup de choses en fait dans la cybersécurité. J'ai commencé en tant que consultante technique sur la partie Identity and Access Management, qui est tout un pan de la cybersécurité. J'ai commencé mon expérience en France, à Toulouse, expérience très formatrice dans une ESN. Puis, j'ai fondé en 2017 la société ISS Fraud parce qu'il y avait des besoins au Maroc, parce qu'il y avait des besoins aussi en France. Et donc, le but était vraiment d'aider au maximum pour cette partie cyber. Excusez-moi, j'ai eu un... je suis aussi avec M. Jamel Soul. On a fondé aussi l'association CSPF, qui est une association pour la sensibilisation à la cybersécurité. J'invite ceux qui veulent joindre l'association d'ailleurs à se manifester par email par la suite. Durant ma carrière aussi, j'ai passé beaucoup de certifications. J'ai passé les certifications PECB, ISO, donc ISO 27001 où je suis lead auditrice, j'ai passé la ISO 27035 et après j'ai passé aussi toutes les certifications éditeurs, toutes les certifications des constructeurs qui fournissent. Donc, tout ça, c'est pour toujours être à la pointe et essayer d'avoir toujours les dernières informations et avoir toujours les meilleures pratiques en cyber. Donc, on va commencer par le premier cas, donc le cas d'usage.
L'email qui a arrêté la production d'une usine textile à Casablanca pendant à peu près 3 semaines. La production était arrêtée pendant 3 semaines et la remise en état des systèmes s'est faite en 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le client, au début, ou quelqu'un, personnel du client, a reçu un email. Il a reçu un email de soi-disant un fournisseur. Ça aurait pu être un client, hein, ça aurait pu être quelqu'un de confiance, ou pas d'ailleurs. Donc, il reçoit un mail. Dans ce mail-là, il a un lien où il faut qu'il clique. Ce lien lui fait installer un logiciel. D'accord? La personne, le client lui-même, n'a pas mis en place une infrastructure sécurisée pour sa société. Donc, toutes les personnes de la société avaient le droit d'installer des applications. Donc, en cliquant sur le lien, l'application a demandé si elle pouvait s'installer. La personne a cliqué oui. De toute façon, ce n'est pas quelqu'un du métier, ce n'est pas quelqu'un de l'IT. En cliquant sur oui, le ransomware s'est installé. Quand le ransomware s'est installé, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a fait fuiter les données. Donc, il a exporté toutes les données présentes sur le poste de travail de la personne. Puis, il a essayé d'aller sur le reste du réseau pour exporter les autres informations du réseau. Une fois qu'il a fait ça, ou des fois pendant, il a crypté le poste de travail. Et à partir de ce poste de travail, il avait accès à l'ensemble du réseau du client. Donc, à partir de ce poste de travail qui a été crypté, le virus s'est propagé sur l'ensemble du réseau. Il a crypté l'ensemble des équipements de la production, tout ce qui est utilisé grosso modo Windows, et tout a été crypté. Donc, toutes les machines qui utilisaient un logiciel installé sur Windows pour pouvoir fonctionner se sont retrouvées à l'arrêt. Les magasins aussi, c'est un client qui avait aussi des magasins et des points de vente physiques. Les points de vente physiques ont été arrêtés aussi parce que les serveurs ont été touchés aussi. Une fois les serveurs touchés, les magasins n'avaient plus du tout accès au système. Je vais laisser maintenant. On vous a préparé une petite démo pour que vous voyez à quoi peut ressembler une attaque ransomware. Donc, Yahya, si tu peux partager. Ça va arriver dans quelques minutes. Alors là, en fait, nous, on a dans notre environnement, et pour pouvoir faire des démonstrations, faire des tests et faire des pen tests aussi des fois pour tester nos outils, est-ce qu'ils fonctionnent ou pas, on a mis en place un environnement de démonstration qui est cloisonné, donc, où les virus ne peuvent pas se propager. Donc, c'est un peu comme un laboratoire. D'accord. Et donc, dans ce laboratoire-là, on a installé, donc on a mis WannaCry, qui est un des ransomware présents actuellement dans le monde. Donc, en installant l'application, ce que tu vas faire, Yahya, donc voilà, ça, c'est la personne qui a reçu le logiciel et qui va l'exécuter parce qu'elle va être administratrice du domaine. Donc, elle va l'exécuter.
Je crois qu'on a les aléas un peu de la démo. Si vous avez des questions entre-temps, je ne sais pas si vous avez accès au chat, mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions si jamais vous voulez voir quelque chose, sinon là, en tout cas. Vous pouvez accéder au chat et poser les questions. Enfin, au chat, où je pense qu'il y a un truc Q&A. Pas trouvé. Mais en tout cas, le chat, ça marche très bien. On regardera les questions au fur et à mesure. Et on réessaye là avec. Donc là, c'est un logiciel. Enfin, je pense que WannaCry n'a pas voulu fonctionner, hein. Les aléas du direct. Donc là c'est un ransomware qu'on a développé. Et où, en gros, est-ce que tu peux nous montrer juste l'Excel, Yahya, s'il te plaît? Alors, grosso modo, une personne reçoit un fichier soi-disant Excel, mais en fait, c'est un exécutable. D'accord? Donc, hop. Donc, la personne reçoit un fichier qui, soi-disant, est un Excel ou Word ou PDF ou image, etc. Donc là, par exemple, facture impayée. Un fournisseur aurait très bien pu envoyer un mail en disant facture impayée, merci de payer dans le plus bref délai. Une personne des achats ou des finances plutôt va regarder va double-cliquer dessus pour pouvoir voir quelles sont les factures impayées ou c'est quoi cette facture impayée. Sauf que, en fait, comme vous voyez en fait, dans la démo, vous avez facture impayée.exe. Ça veut dire qu'à un moment donné, la vraie extension de ce fichier n'est pas .xls, comme c'est sur Excel, mais ça a été maquillé en XLS pour que ce soit un exécutable, donc un logiciel qui s'exécute. Donc, quand on clique dessus, donc quand Yahya il a cliqué dessus, si vous voyez ici sur le bureau, tous les documents ont été chiffrés. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir un des devis ou un des fichiers qui sont présents? Donc là, c'était des fichiers PDF, normalement, qui sont présents sur la machine de la personne. Et là, en fait, c'est impossible d'ouvrir, tout est crypté. Donc, on n'a plus du tout accès à la donnée, on n'a plus du tout accès à rien du tout. Et une fois que l'attaquant, donc souvent la première étape, c'est d'extirper les données, donc il sort les données. Deuxième étape, c'est de crypter pour empêcher l'accès. Et troisième étape, ça va être de demander une rançon. Alors, pourquoi il demande la rançon? Donc là c'est sous format de fichier texte où il demande, voilà, votre système est vulnérable, merci d'envoyer 30 dollars en Bitcoin. Voilà le code de notre wallet Bitcoin, donc de notre portefeuille. Et vous avez jusqu'à telle date vous avez jusqu'à, là, tu as mis le mois 3, 4, enfin, le mois mars, mais bon. Donc, il va demander, en fait, à dire, déjà, il y a un aspect d'urgence où il va dire, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, par exemple, pour payer. Sinon, je vais publier les données et vous aurez toujours votre système qui sera encore crypté. Et vous n'aurez pas accès à votre système. D'accord? Donc, double peine. Le système ne marche pas et en plus, il y a le risque de fuite de données. Donc, une fois qu'il a fait ça, en général, ils peuvent même être assez professionnalisés dans ce sens, dans le sens où ils vont avoir un service client. Oui, les hackers vont avoir un service client où vous allez pouvoir chatter avec le hacker pour savoir comment effectuer le paiement, par exemple. Donc, des fois, en fait, ils vont même. Excusez-moi, vous pouvez juste éteindre les micros. Je crois qu'il y a. Ah, je vais essayer. Hop. Donc, il y a un vrai service. Ils se sont spécialisés, c'est-à-dire que ça génère tellement d'argent que ça a un sens de le professionnaliser et de le rendre beaucoup plus rentable.
Ok, donc je pense qu'on a fini avec la démo. Normalement, la suite, c'est que le ransomware va ensuite se propager sur les autres machines du réseau et crypter aussi les autres machines du réseau, et non pas seulement juste cette machine-là. Donc je vais poursuivre. Ok. Alors les ransomware, il faut savoir que les ransomware s'attaquent beaucoup. Les ransomware s'attaquent beaucoup aux secteurs qui vont être à risque, ou en tout cas qui ont un problème de disponibilité, comme l'industrie, par exemple, ou le secteur de la santé. Donc, c'est quoi les spécificités du secteur de l'industrie au Maroc? En tout cas, d'un point de vue fonctionnel et métier, si un poste industriel s'arrête, il peut y avoir toute la production qui s'arrête. Or, des fois, dans l'industrie, souvent, souvent c'est le cas, on essaye justement pour avoir un meilleur rendement dans la fabrication, on va optimiser au maximum tout le temps des machines. Donc, on va avoir par exemple une équipe de jour, une équipe de nuit pour faire tourner les machines H24 et pour pouvoir avoir des produits qui ont des meilleurs prix ou des choses comme ça. En tout cas, on essaie de faire en sorte que le rendement soit meilleur. Donc, si on arrête la production, ça impacte forcément le coût. Le coût est forcément impacté. Si j'arrête la production pendant une semaine, alors ce mois-ci, au lieu de produire 3000 pièces, j'ai pu en produire que 1000 pièces. Et pour 1000 pièces, je n'ai pas la même chose que 3000 pièces. Mes machines n'ont pas servi pendant tout ce temps-là. Donc ça, c'est une spécificité de l'industrie, au Maroc et ailleurs. Une autre spécificité qui va nous intéresser surtout sur la partie informatique, et pourquoi les attaquants aiment bien aussi ce secteur-là, c'est que souvent les machines, les PC qui vont servir pour les machines industrielles, ils contiennent des logiciels métiers ou des logiciels industriels. J'ai un robot, d'accord? Un robot, pour faire fonctionner ce robot, eh ben, j'ai besoin d'un logiciel. Ce logiciel, il doit tourner sur un PC. Et le problème, c'est que ce logiciel-là, il est souvent pas très bien mis à jour. Donc, le fabricant va le mettre en place la première fois et va pas le mettre à jour enfin, très, très régulièrement. Il y a certains logiciels même que les fabricants arrêtent de mettre à jour. Et dans ce cas-là, pour toujours continuer de faire tourner ma machine industrielle, mon robot, eh ben, il va me falloir me baser sur une version Windows, une version OS qui est vulnérable. Et ça pose problème parce que enfin, on le retrouve souvent dans le secteur industriel. En tout cas, nous, on le retrouve souvent dans notre métier quand on va voir les clients industriels. C'est qu'il y a des logiciels qui font fonctionner des machines ou des bras robots qui tournent sur du Windows XP. Donc Windows XP, il faut savoir que Microsoft a arrêté le support Windows XP depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Microsoft, tous les ans, ou enfin tous les X, pas tous les ans, pardon, tous les X mois, ils vont avoir des vulnérabilités qui vont sortir d'un système, d'accord? De Windows, par exemple. Windows 11, il va avoir trois vulnérabilités qui vont être découvertes par les chercheurs en cybersécurité. Ces vulnérabilités-là, elles sont publiques, d'accord? Donc, c'est les chercheurs qui mettent ces vulnérabilités-là en valeur. Une fois que Microsoft voit ces vulnérabilités-là, elle décide de les patcher. Donc, ils vont corriger le logiciel pour pouvoir mettre à jour cette partie sécurité. Et ces mises à jour-là sont fréquentes et si on ne les fait pas, on se retrouve avec des systèmes qui sont vulnérables et avec des failles qui sont exploitables. Et plus le système est ancien, donc par exemple si on parle de XP, où les mises à jour n'ont pas été faites depuis plusieurs années,
plus le système est ancien, plus faciles vont être les attaques. Parce que ça veut dire que les vieilles attaques d'il y a 5 ans ou 10 ans peuvent potentiellement encore fonctionner aujourd'hui sur ces machines-là. C'est un paramètre qui est très important, la mise à jour. On en parlera aussi plus tard. Et pour sécuriser ces postes-là, on a plusieurs techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment, on va mettre en place plusieurs solutions de sécurisation de ces postes de travail-là qui sont hyper sensibles. Donc, c'est quoi les attaques les plus courantes? Notamment en 2023, donc ça, c'est selon le dernier rapport d'Interpol de 2023. Il y a 4 attaques les plus courantes en Afrique, dont certaines sont beaucoup plus courantes au Maroc d'ailleurs que les autres pays d'Afrique. Donc, on a le ransomware, dont on va parler plus en détail encore tout à l'heure. On a le business email compromise, on a le phishing, qui est un outil, et on va avoir les banking et trojan stealers. C'est quoi les BEC, business email compromise? Donc, le business email compromise, c'est un mail d'un fournisseur ou d'un client qui va être compromis par un attaquant pour faire croire à la société ciblée que c'est légitime. Pour faire croire que c'est légitime, l'attaquant, il faut qu'il soit crédible. Pour qu'il soit crédible, il a des techniques. D'abord, en général, il va cibler. Il va essayer de cibler certaines organisations. D'accord? Donc, il cible certaines organisations. Une fois qu'il a trouvé l'organisation idéale pour son attaque, il va après cibler les employés de cette organisation. Pour cibler les employés de cette organisation. Par exemple, s'il veut lancer une attaque contre le service DAF ou le service RH, il va cibler les personnes du service RH ou cibler les personnes du DAF. Et comment il va être crédible? Comment il fait pour être crédible? Parce que justement, nous, on est relativement bien habitué à recevoir des mails de phishing et on ne croit pas à tout. Donc, il y a certains emails où on va y croire et d'autres non. Comment il fait pour être crédible? Il a grosso modo 2 grandes méthodes. Soit il trompe la personne. Comment il va tromper en utilisant un domaine maquillé. Par exemple, moi, je travaille avec les solutions, par exemple, Microsoft. Et ben, je vais recevoir un mail de Microsoft, micrsoft.com. Donc, ça, c'est le spoofing email. Il y a une deuxième façon, sinon, c'est de contrôler la messagerie du fournisseur ou du client ou de la personne qu'on veut se faire passer pour cette personne-là ou pour cette société-là. Donc, comment il va réussir? Comment il va réussir à contrôler la messagerie cette messagerie-là? Pour ça, il a 2 méthodes, grosso modo. Soit, première méthode, il cible des personnes spécifiques. Donc, il sait que, je ne sais pas, par exemple, il sait que Fatima travaille dans le département RH de la société. Donc, il va aller la cibler, elle, en particulier. D'accord? Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, etc., il va détecter, il va essayer d'avoir le maximum d'informations sur Fatima. Une fois qu'il a le maximum d'informations sur Fatima, il a plus de facilité déjà à échanger avec elle. Il a des informations qui vont être crédibles. Donc, il va lui envoyer des informations, il va lui envoyer des mails ou peut-être même ça peut passer sur LinkedIn. Bref, tous les moyens sont possibles. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de lui faire croire à un moment donné qu'il est crédible, que c'est la personne qu'il dit être, et il va la pousser à aller donner le maximum d'informations. Donc, lui, il veut avoir des informations qui sont intéressantes pour lui. D'accord? Donc, par exemple, si c'est pour dans le cas du ransomware, lui, il va essayer de faire en sorte que la personne, elle télécharge et elle installe un logiciel. D'accord?
Donc, il va lui envoyer un mail, il va lui envoyer, il va lui dire, voilà, vous pouvez faire une démo, par exemple, de ce produit, de ce nouveau produit RH. Il est gratuit pour les 10 premiers inscrits ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour la pousser à installer le malware. Donc, ces techniques-là, en fait, ces techniques-là de comment arriver à la personne, ça s'appelle le phishing. Le phishing, c'est comment arriver à la personne et essayer de lui de lui prendre un maximum d'informations. D'accord? Donc, on va avoir l'email phishing, on va avoir le voice phishing, on va avoir le SMS phishing. Donc, ça, on voit ce que c'est. Email phishing, c'est des mails qu'on reçoit, souvent justement de phishing. C'est beaucoup de masse, mais pas toujours. Le voice phishing, c'est quand on est appelé, et je pense que ça a dû arriver à plusieurs d'entre vous peut-être d'être appelé par des services soi-disant d'entreprise. Personnellement, j'avais eu l'appel de soi-disant Inouï qui me disait que j'avais gagné à la loterie, enfin un tirage au sort, je crois. Euh, Troisième, c'est le SMS phishing. Donc, c'est l'envoi par SMS. On l'a vu sur la campagne phishing de la CIH, notamment, où il y a des SMS qui sont partis chez tout le monde et où on disait que le compte était bloqué. Donc, j'ai une démo ici. Enfin, j'ai l'exemple de l'exemple. Donc là, vous voyez, il dit votre compte CIH Bank a été bloqué. Veuillez mettre à jour vos informations dans la prochaine 10 heures. Il y a des erreurs. Et il donne un lien. Et en général, quand vous allez sur ce lien, c'est pas le vrai site de la CIH, ça va être un autre site, Donc un fake, qui est exactement la copie du site de la CIH, et où vous allez rentrer vos informations comme si vous rentriez dans votre compte bancaire, mais en fait, vous avez juste donné vos informations au hacker. Donc l'objectif, c'est d'extirper les données, c'est de vous prendre les données. Là, en l'occurrence, il vous a pris les informations bancaires ou pour les informations pour pouvoir se connecter à votre compte. On va voir le spear phishing dont on a parlé tout à l'heure avec l'exemple de Fatima, qui est RH. Donc, spear phishing, c'est l'attaquant va cibler une personne en particulier et pour que l'attaque marche à tous les coups. C'est pas une attaque en masse, il va essayer d'être le plus précis possible. Le whaling, c'est encore plus complexe que le spear phishing. Le whaling, il va cibler les dirigeants de l'entreprise ou les postes de direction. Parce que souvent, les postes de direction, ils vont avoir beaucoup d'accès. Ils vont avoir beaucoup d'accès, que ce soit au système qu'aux informations. Et le problème, c'est que aussi, ils ont aussi tous les accès administration. En tout cas, ils ont beaucoup de droits. Donc, c'est des postes qui sont clés. Donc, ils vont mettre en place tout un stratagème qui peut être beaucoup plus complexe que pour le spear phishing. Dernière méthode de phishing, c'est le baiting. Le baiting, c'est l'appât. En gros, on vous donne un appât. Je pense que vous avez peut-être aussi l'exemple des clés USB qu'on retrouve, où il y a plusieurs expérimentations comme ça qui ont été faites, où il y a des personnes en fait qui ont, qui ont, qui ont chargé du code malveillant sur des clés USB. Et ces clés USB, ils ont placé un peu partout, supermarché, parking, des lieux publics, donc entrée d'immeubles, donc des lieux où les gens pouvaient les trouver. Et ensuite, les gens, par curiosité, souvent, ils pluguent pour voir ce qu'il y a dedans. Sauf que ce qu'il y a dedans, c'est en fait un exécutable, beaucoup de fois, qui a un malware et qui va compromettre la machine. Il y a un chiffre ici en haut, donc 90%. J'ai bien mis pour que je ne l'oublie pas. 90%, parce que 90% des attaques, de toutes les attaques, tous les types d'attaques cyber, proviennent de phishing. Donc, la première ligne de défense, c'est nous. Nous, c'est 90%, on est la porte d'entrée. C'est-à-dire vraiment, nous, on est la première porte d'entrée qui va laisser passer ou pas. Et c'est important à savoir. Encore plus pour la suite.
Troisième type d'attaques les plus courantes en Afrique, c'est les Trojans et les stealers bancaires. C'est quoi ça? Les Trojans et les stealers bancaires, c'est un type de virus, malware, on va appeler ça les malwares. Ils vont se faire passer pour des logiciels normaux, bienveillants, etc., mais qui cachent un logiciel malveillant derrière. Et le logiciel malveillant, il est là, il va être là tapis dans l'ombre souvent, il ne va pas être visible, et il va prendre le maximum d'informations qu'il peut de votre machine ou de votre utilisation. Donc, on les appelle les stealers parce que c'est des voleurs d'informations. Ils vont aller, par exemple, savoir tous les sites sur lesquels vous allez vous connecter. Ils vont collecter toutes les informations que vous allez taper au clavier. Ils vont enregistrer potentiellement même les applications où vous allez, tout ce que vous faites en gros sur le poste de travail, ils vont l'enregistrer. Et ce type d'attaque, il est encore plus courant au Maroc. Le Maroc, en tout cas par rapport aux autres pays d'Afrique, le Maroc est le plus affecté par ces trojans et par ces styles. C'est un type de malware qui est très difficile à détecter, mais vraiment très difficile. En tout cas, en tant qu'utilisateur, on ne le voit pas. Et il peut être installé par plusieurs moyens. Mais il faut qu'il soit installé au début. Donc, il faut qu'on lui donne l'autorisation au début, comme un logiciel lambda pour l'installer. Il peut arriver avec le logiciel craqué. Donc, on télécharge, on installe un logiciel craqué. Et ben, on n'installe pas que le logiciel, on installe aussi un trojan et un stealer bancaire. Et du coup, ils vont ensuite pouvoir exploiter ces informations-là pour d'autres usages. Soit souvent c'est des usages malveillants, soit ils vont aller justement sur le compte bancaire parce qu'ils auront eu toutes ces informations pour accéder au compte bancaire. Il va y avoir plusieurs conséquences en fait à ça. Et puis le dernier type, sur qu'on va un peu plus creuser, ça va être les ransomware. Donc, ici, je vous ai mis un exemple de Lockbit 2, qui est le ransomware le plus présent en Afrique. Et je crois que 42% des attaques en Afrique sont en Afrique du Sud. Et juste après, on a le Maroc. On est à 8% en Afrique. 8% des attaques Lockbit ont lieu en Afrique ont lieu au Maroc. Donc là, vous voyez, il dit voilà, all your important files are stolen and encrypted. Donc, ils volent toutes les informations et ils les encryptent. All your files stolen are encrypted. For more information, see restoremyfiles.txt. Donc, ils ont mis un petit texte pour expliquer comment faire pour récupérer la clé. Et comment faire pour récupérer la clé? On va voir ça un peu plus loin. Donc, comment on est infecté par les ransomware? Il y a plusieurs façons. Soit on est affecté par les ransomware en allant sur des sites web dangereux ou suspicieux. Parce qu'il faut savoir que quand on va sur un site web, le site web lui-même peut nous faire télécharger en fait du code et faire tourner du code. On est infecté par des emails et des pièces jointes. On a téléchargé une pièce jointe qui était infectée ou des fichiers particuliers. On peut être infecté parce qu'on a eu accès à un lien malveillant sur Facebook, sur WhatsApp ou sur autre chose. On peut être infecté en mettant une clé USB. On peut être infecté par un logiciel craqué. Donc, c'est quoi les risques des ransomware? En tout cas, qu'est-ce qu'on risque avec les ransomware? On va risquer une fuite de données. Donc, fuite de données de nos clients, de nos consommateurs, des plans aussi industriels. Si on a des plans, si on a si on a de la propriété intellectuelle, elle peut être volée aussi pendant ces attaques-là. On risque aussi de bloquer la production, de bloquer le travail. Donc, ici, j'ai mis un peu quelques chiffres où, en gros, on a essayé d'estimer
On a essayé d'estimer le coût moyen d'une attaque. Par exemple, sur l'industrie, en moyenne, le domaine industriel est celui qui va payer le plus fort taux, en fait, le plus cher, une attaque ransomware. Et par exemple, là, la moyenne, je crois que c'est 2 millions de dollars, où un industriel, enfin, ça, c'est la moyenne des industriels qui veulent récupérer leurs clés et qui payent une rançon. La moyenne est à 2 millions de dollars. En deuxième, ensuite, on a la partie, on a le domaine de la santé. Donc, c'est quoi les motivations? Pourquoi les attaquants font ça? Donc, le premier motif, il paraît assez clair, c'est que ça génère beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. En 2021, il y a eu 1,1 milliard de dollars, de dollars aux États-Unis qui ont été dépensés en paiement de rançon. 1,1 milliard de dollars en 2021, juste les ransomware. Deuxième motivation, pourquoi les attaquants décident de faire ce type d'attaque-là, c'est que ça prend peu d'efforts. Et souvent, les logiciels sont déjà disponibles. Il suffit juste de mettre en place de mettre en place en fait une manipulation ou une technique de manipulation, bien la roder, et c'est bon, on envoie des mails de phishing, on envoie des SMS, et juste on attend. Peu d'efforts. Troisième aspect, c'est que l'ensemble est automatisé. C'est-à-dire, une fois que j'ai lancé la campagne, une fois que l'attaquant a lancé la campagne de phishing avec le ransomware dedans, bah, tout se passe tout seul. C'est-à-dire que la victime va cliquer sur le lien, tout le code va se dérouler tout seul, les machines vont être cryptées, il va lui envoyer le message de comment payer la rançon, et après, l'attaquant, il n'a plus qu'à recevoir l'argent. Quatrième motivation, c'est que comme malheureusement toutes les cyberattaques, il a peu de chances d'être condamné. Contrairement à quelqu'un qui va aller voler dans la rue, donc, s'il lance une attaque ransomware, il a très peu de chances d'être condamné. Parce que souvent, ça passe par des réseaux différents, des pays différents, c'est masqué par plein de... Donc, il a peu de chances d'être condamné à la fin. Donc, c'est tout bénéfice. Là, on attaque le sujet de la rançon. Faut-il payer la rançon? Et comment on paye la rançon? Donc, la rançon, en général, se paye en crypto-monnaie. Par exemple, les bitcoins, les Ethereum, etc. Pourquoi? Parce que c'est intraçable. Il lance souvent un compte à rebours pour ajouter de la pression. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il donne une date. Il te dit, voilà, d'ici la semaine prochaine, si vous n'avez pas payé, je publie les informations et vous aurez votre système encore bloqué. Est-ce qu'il faut payer la rançon? En vrai, si vous avez des backups, peut-être le moment de les utiliser. Parce que si justement le système a crypté, eh ben, ça veut dire que si j'ai mes données en backup et le backup n'a pas été touché, dans ce cas-là, je peux toujours reprendre mes backups et tout est bon. Alors, à la question, faut-il payer la rançon? Les consultants cyber et en cybersécurité, on s'est tous mis d'accord pour dire que non, il ne faut pas payer la rançon. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas payer la rançon? Parce qu'il y a un premier aspect qui est important, c'est que si on paye la rançon, on devient une victime privilégiée. Donc, dès que le nouvel attaquant il veut refaire une campagne, on sera encore les premiers à être arnaqués. Et ça, c'est la raison principale. Parce que si on paye, ça veut dire qu'on est des bons payeurs. Et ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Et si on paye, on n'est pas sûr d'obtenir la clé. On est dans un domaine d'arnaqueurs, on n'est pas dans un domaine de gens honnêtes. D'accord? Donc, dans un domaine d'arnaqueurs,
je ne sais pas, est-ce que vous faites confiance à des arnaqueurs? Moi, je ne fais pas confiance à des arnaqueurs. Donc, on peut potentiellement payer et ne pas recevoir la clé en échange de déchiffrement. Et il faut savoir qu'il y a quand même 51% des PME qui payent la rançon parce qu'en fait, elles se retrouvent, elles se disent, bon, ben, j'ai pas le choix, j'ai pas de backup et je prends le risque de ne pas recevoir la clé. Beaucoup disent que Mac c'est plus sécurisé que Windows. Il faut savoir qu'il y a des ransomware aussi sur macOS et pas juste sur les postes Windows. C'est important à souligner parce qu'on n'est jamais vraiment totalement sécurisé. Donc, les signes d'infection, bah, souvent le ransomware il est très visible parce que c'est le but. Le but, c'est qu'il chiffre les données et qu'il vous montre pour payer. Donc là, par exemple, c'est un exemple de WannaCry, d'une attaque WannaCry, où il va crypter, puis il va sortir une fenêtre en disant, voilà, vous avez tant de temps restant pour payer la rançon. Et puis voilà comment faire pour payer la rançon et voilà. Et voilà la clé de Bitcoin. Si vous pouvez, je crois qu'il y a même un truc il me semblait avoir aussi un chat, à un moment où on peut chatter avec le hacker pour qu'il nous dise comment on peut payer. Donc, si je subis une attaque ransomware, il faut savoir que ça peut se passer très vite. Donc, si je subis une attaque ransomware, donc j'ai fait une erreur, j'ai cliqué ou installé un logiciel malveillant. Dans ce cas-là, il faut les réflexes, il faut vraiment avoir ce réflexe-là de contacter le support informatique ou si jamais vous avez un point de contact sécurité, de l'appeler en toute urgence. Parce que cette personne-là va normalement avoir les supports et les procédures. Deuxième chose importante, c'est de couper l'accès Internet et l'accès réseau. Donc, il faut absolument couper l'accès réseau parce que si vous êtes chez vous et que vous vous faites attaquer, vous avez tout votre réseau qui sera attaqué aussi. Donc, tous les autres postes de travail connectés à votre réseau. Si vous êtes dans l'entreprise, eh ben, c'est tous les postes de travail de l'entreprise qui seront affectés. Donc, en coupant le réseau, en coupant la connexion Internet, on empêche deux choses, en fait. On empêche la fuite de données, d'accord? Donc, on empêche l'attaquant de continuer d'extirper les données de la machine et on évite l'infection des autres équipements via le réseau. Et que faire quand j'ai un doute? Si jamais, avant de cliquer sur quoi que ce soit, donc là, c'est vraiment ça, c'est les règles générales, ransomware ou pas, tout type de malware, tout type d'attaque phishing, il faut toujours prendre le temps de réfléchir avant de cliquer. Parce que le clic, c'est la première. En fait, quand on dit l'humain est la porte d'entrée, c'est pas vraiment l'humain forcément, c'est le clic qu'on va faire. Donc, avant de cliquer, il faut que je réfléchisse. Il faut que je prenne 30 secondes pour réfléchir. Si je ne sais pas, par exemple, je peux recevoir quelque chose, mais je ne suis pas sûre si c'est malveillant ou bienveillant, je peux être dans le doute. D'accord? Donc, si j'ai un doute, j'investigue. D'accord? J'investigue, ça veut dire je cherche les informations via un autre moyen. Je vais essayer je reçois par exemple un mail soi-disant d'un fournisseur qui me dit qu'il a changé de RIB. Je l'appelle au téléphone, enfin, sur le téléphone que je connais. Je vais le voir. Je ne sais pas. J'utilise d'autres moyens en fait, mais ces autres moyens ne doivent pas être présents sur le mail lui-même. Si je reçois par exemple un mail qui me dit on a changé de RIB, si vous avez des questions, appelez-moi sur ce numéro. Contactez-moi sur ce numéro. Je ne vais jamais appeler ce numéro, d'accord? Parce que le numéro peut être faux aussi. Vous pouvez appeler juste l'attaquant qui va vous dire oui, oui, c'est bien moi qui ai changé le RIB, je suis votre fournisseur. Donc, il faut trouver les moyens et chercher les informations non présentes sur le support que vous avez. Deuxième chose, jamais, jamais, on ne communique les mots de passe. Jamais. Ni les mots de passe, ni les informations personnelles qui sont de l'ordre de la date de naissance, qui sont de l'ordre de choses plus sensibles. Donc, si j'ai un mail, si j'ai quelqu'un qui me demande un mot de passe,
le doute, le doute s'accentue. C'est-à-dire que je ne le fais pas et dans ce cas-là, ça a l'air malveillant. Si j'ai un doute et que c'est urgent et qu'il me presse, c'est un message très urgent, c'est écrit urgent avec plein de signaux partout, je prends le temps. Je ne me laisse pas aller à l'urgence. J'attends au moins 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. Je réfléchis. Je ne clique pas en urgence. Jamais je ne clique en urgence. Je prends le temps de réfléchir. Parce que, en général, les attaquants, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à vous amener à l'urgence pour cliquer sur des liens ou télécharger du code. Si j'ai un doute et que c'est trop beau pour être vrai, comme dans la vie de tous les jours, j'évite de me faire arnaquer. فاش كنكون فاش كنكون في السوق فاش كنكون في أي بلاصة je vais essayer enfin j'essaie de ne pas me faire arnaquer. Donc on a des mécanismes de base qu'on a. Donc ces mécanismes-là, ils s'appliquent aussi au monde du cyberespace. Les mêmes choses que certaines personnes vont utiliser pour nous arnaquer dans la vraie vie, ils vont l'utiliser aussi dans le cyberespace. Donc je refuse la carotte. Ou alors, si jamais je veux en savoir plus, il faut essayer d'investiguer. Encore, on revient au premier point, investiguer par d'autres moyens. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je pense qu'on va finir par cette slide-là. De toute façon, on est bientôt à la fin. Donc, quelles sont les mesures de base? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on est sur l'awareness. Donc, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu? Il y a certaines actions aussi qui peuvent être faites en tant que société. Donc, les mesures de base, comme je disais tout à l'heure, je réfléchis toujours avant de cliquer. Je réfléchis 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de cliquer sur un lien. J'installe un antivirus et un EDR. C'est très important. Les antivirus et les EDR sont là justement pour pouvoir détecter des choses que nous, on ne peut pas détecter. D'accord? Même si on a fait une erreur, ça peut être rattrapé par l'antivirus. Le DR, on va parler de DR plutôt dans les structures, donc dans les entreprises, où c'est des systèmes qui sont un peu plus poussés que les antivirus et qui vont pouvoir aussi détecter les problèmes liés au comportement. Deuxième chose, je fais des sauvegardes des systèmes et de données. Donc ça, c'est encore plus valable pour la ransomware. Si on n'a pas de sauvegarde, on perd toutes nos données. Il y a plusieurs fois où j'ai reçu des appels de clients, de prospects qui me disaient j'ai mes données qui sont cryptées, est-ce que je peux les récupérer? Je leur dis est-ce que vous avez est-ce que vous avez un backup? Non, j'ai pas de backup. Eh bien, vous ne pouvez pas les récupérer. On n'est pas devin, on ne peut pas deviner la clé de déchiffrement, qui est souvent très longue et très complexe. Troisième aspect, j'utilise l'authentification multifacteur et j'utilise un coffre-fort de mots de passe. Donc, ça, c'est ultra important, ça fait partie des bases. Les mots de passe et les comptes font partie des points d'entrée pour les ransomware. D'accord? J'essaye toujours d'avoir un coffre-fort. Donc, le coffre-fort, il sert à quoi déjà? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Le coffre-fort, on appelle coffre-fort de mots de passe. C'est des logiciels donc, qui peuvent être soit open source gratuit, soit payants. Donc, c'est des logiciels qu'on installe et qui sont vraiment comme un coffre-fort où on va mettre nos clés. D'accord? Si vous avez, par exemple, on va essayer de faire le parallèle avec le monde physique et le monde réel. Vous êtes en charge de plusieurs bureaux, vous avez la maison des parents, etc. Chaque porte a une clé différente, on est d'accord? Et bien, c'est la même chose, en fait. Dans le monde cyberespace, il faut avoir une clé différente pour chaque application qu'on utilise. Chaque application doit avoir un mot de passe différent et un mot de passe compliqué. Donc, humainement, c'est impossible de se rappeler de tout ça. Souvent, une personne peut avoir jusqu'à 100 applications qu'elle peut utiliser dans sa vie, ou même plus. Je ne peux pas me souvenir de chaque mot de passe, encore plus si ça doit être compliqué sur 15-16 caractères, avec des caractères spéciaux, etc., etc. Donc, c'est là où le coffre-fort va m'être utile. C'est comme dans la vie, je ne peux pas me trimballer avec tout le trousseau de clés. Et ben là, je peux pas
connaître tout dans ma tête. Donc, j'installe un coffre-fort de mots de passe qui, lui, il va me stocker ces mots de passe. Il va me stocker, il va me générer des mots de passe compliqués, il va me les stocker tout le temps. Donc, ce coffre-fort de mots de passe, pour le sécuriser, eh ben, il faut mettre en place un grand mot de passe ou l'authentification multifacteur. Donc, ajouter un deuxième facteur, étant donné que ça devient sensible, on ajoute un deuxième facteur d'authentification. Le MFA, si vous savez, le MFA, je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est quand on vous demande de débloquer via un autre outil. Vous avez un logiciel, peut-être vous allez vous connecter à votre adresse Gmail. L'adresse Gmail, elle vous envoie un message sur le téléphone en disant oui, c'est moi, tu peux m'activer mon compte. Quatrième chose, je mets à jour régulièrement mes applications et systèmes. Et ça, on l'a vu tout à l'heure sur l'industrie, où on ne peut pas, malheureusement, des fois, mettre à jour les systèmes. Dès que je peux, je mets à jour les systèmes. Je mets toujours à jour les applications et les systèmes. Parce que c'est par là que viennent les failles de sécurité, et c'est par là qu'on peut se faire attaquer. Et cinquième aspect, très important, je n'installe pas d'applications craquées. Les applications craquées, c'est un vrai problème. Parce que les applications craquées, c'est des logiciels qu'on décide soi-même d'installer, mais qui embarquent des choses qu'on ne maîtrise pas. Une personne, en fait, il faut savoir que le logiciel craqué, c'est une personne, d'accord, un codeur ou enfin quelqu'un dans l'informatique, qui a touché au code de l'application pour le rendre disponible, pour le craquer. Donc, pour le craquer, il a touché au code. Donc, ça veut dire qu'il a rajouté des choses, il a peut-être supprimé des choses, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a fait des choses sur le code. Donc, s'il a fait des choses sur le code, qui me garantit que ce qu'il a fait est honnête? Je ne peux pas savoir si ce qu'il a fait est honnête. Et étant donné que beaucoup sont motivés par l'argent, beaucoup de malware s'installe via les applications craquées. Deuxième aspect, les applications craquées ne sont pas, on ne peut pas les mettre à jour souvent parce qu'ils ont touché au code et on ne peut pas faire des mises à jour standards. Donc voilà, il y avait un aspect sur notre métier, nous, qu'est-ce qu'on propose aussi aux entreprises pour justement se sécuriser. Parce qu'il y a cet aspect-là d'awareness, donc de sensibilisation et d'avoir les bases de la sécurité. Et ensuite, il y a toute la partie technique et toute la partie consulting. Donc, et ça, c'est notre métier. Donc, notre métier, par exemple, ça va être de sécuriser les postes de travail mobiles dans les entreprises. Donc, on va mettre en place des solutions qui sont avancées pour protéger les terminaux, pour mettre en place des politiques de sécurité standards, empêcher tout le monde empêcher un peu que l'installation de logiciels soit facile pour tout le monde et chiffrer et sauvegarder les postes de travail. On va aider, on va mettre en place de la même façon aussi des logiciels, du matériel, de l'intelligence pour sécuriser l'infrastructure informatique et les réseaux. Donc, on va protéger les serveurs, on va protéger les adresses de messagerie de l'entreprise. Donc, on les protège contre justement ce flot interminable de spam et de mails de phishing. Puis on va protéger aussi le périmètre, donc le réseau, pour empêcher une attaque, par exemple, ransomware de s'étaler un peu sur tout le réseau une fois qu'elle a infecté une machine. On met en place des systèmes de protection de périmètre. Et puis sur la partie identité, comment je sécurise mes mots de passe, comment je sécurise les accès des personnes qui ont beaucoup de droits sur les machines, ça, c'est un aspect aussi qu'on met en place. On va mettre en place la sécurité des identités et des accès à mon système. Et puis après, on propose aussi pour les TPE-PME de l'infogérance et de la sécurigérance, où ça, on va être sur des services plutôt à l'année. Donc, je pense que j'ai fini ma présentation. Oui.